Bonjour. Je vais essayer de vous présenter en quelques traits un regard multiple et surtout un tout petit peu décentré à la fois en anthropologie, en archéologie et en histoire un peu lointaine de la fin de vie et de après. Et essayer de décentrer ce regard. La première chose qui se passe, et on ne s'en rend pas très bien compte quand on est à côté d'un patient qui est en train de mourir, c'est qu'il y a quelque chose qui se trame dans le monde de l'invisible. Alors là, je vais vous parler d'anthropologie et d'histoire religieuse. Quand vous êtes au pied d'un patient à son domicile ou à l'hôpital, eh bien, vous avez une lutte invisible, qu'il s'agisse d'un chrétien, d'un patient musulman, d'un patient juif ou d'autres religions dont on va parler après, y compris traditionnelles d'Afrique subsaharienne. Eh bien, il y a une lutte que vous ne voyez pas entre, d'un côté, le côté gauche du lit où il y a des démons et le côté droit du lit où il y a des anges, des saints, des saintes et parfois même Jésus qui descend. Et c'est ce qui est représenté sur cette gravure, sur cette miniature, sur un traité du bien mourir, les Ars Moriendi, l'art de la mort, qui date de 1450, c'est donc un incunable. Et vous voyez eh bien, le défunt qui est dans son lit, il est cachectique, il est décharné, il va bientôt mourir. Et d'ailleurs, au-dessus de lui, au-dessus de sa tête, il y a une sorte de petite âme qui est déjà en train de sortir. Et puis vous avez des démons sous le lit, et de l'autre côté, vous avez la Vierge, les saints et les saintes, etc. Et il va devoir choisir à ce moment-là, par des exercices spirituels, mais également par toute son existence qui s'est déjà déroulée et sur laquelle il ne peut plus agir, eh bien il va devoir choisir s'il prend le chemin de gauche ou le chemin de droite. C'est un peu comme dans Matrix, est-ce qu'il prend la pilule bleue ou la petite pilule rouge? Et évidemment, il va lui arriver deux choses différentes selon qu'il aille d'un côté ou de l'autre. C'est un moment important et cette miniature n'est pas là du tout pour vous faire rentrer en religion, bien au contraire, c'est plutôt pour vous dire que le moment de la mort que vous allez vivre sur le plan humain avant toute chose, bien sûr, la médecine est humaniste, mais également sur le plan biologique, sur le plan de l'accompagnement de la douleur et également de la gestion de la famille, eh bien ce moment-là s'accompagne aussi d'un moment extrêmement important sur le plan religieux, ce qui fait toute l'importance de l'accompagnement du défunt, de la gestion de sa famille et de la fin de vie dans sa globalité. Alors on pourrait croire que ce concept-là est purement occidental ou qui se rattache à ce qu'on appelle les religions du livre, les religions abrahamiques. Il n'en est rien. Vous avez ici une photographie que j'apprécie tout particulièrement, qui a été prise il y a une soixantaine d'années à peu près, au Gabon, au sein de la population Pounou. Et vous voyez ici un individu qui porte un masque. Ce masque s'appelle Okuyi. C'est un masque d'un membre d'une société secrète qui est en train de prendre un patient en train de mourir sur ses genoux. L'individu que vous voyez allongé sur le sol, les yeux mi-clos, est en train de mourir. Quelques minutes après la prise de photo, l'individu est mort. Et cet individu, eh bien, son souffle doit être récupéré par le porteur de ce masque, car dans son souffle vital, eh bien, il y a toute son existence, toute sa vie, et également toute sa puissance, tout son pouvoir, toute sa force vitale, qui est une force surnaturelle. Et pour ne pas que cette puissance vitale, surnaturelle, ne soit captée par quelqu'un d'autre, de mal intentionné, un sorcier, eh bien, il y a les membres de cette société secrète qui sont spécialement dédiés à cette action-là. Ils sont là pour capter toute cette énergie vitale et éviter qu'elle ne soit réutilisée de façon néfaste. Vous voyez que rien de ce qui est humain n'apparaît sous les traits de ce porteur de masque avec une couleur blanche qui est la couleur de la mort. Vous voyez également que sur l'avant-bras qui est couvert de tissu, du côté droit anatomique, qui enserre le cou de l'individu en train de mourir, eh bien, il y a une sorte de, non pas fouet, mais une sorte de chasse-mouche pour bien montrer que, eh bien, il chasse les mouches qui se posent déjà sur ce cadavre qui est en train de s'installer. Alors vous pourriez vous dire à nouveau, ok, d'accord, animisme, religion, arriéré, etc. Autant d'erreurs insupportables pour un anthropologue, ce sont des mots interdits que je viens de prononcer, car aucune arriération, aucun animisme, rien du tout de négatif dans cette gestuelle, qui est simplement un autre contexte chrono-culturel, une autre façon de penser les choses. Mais en fait, ça n'est pas une façon si étrange de penser les choses. Lorsque le pape, le chef des chrétiens catholiques, meurt à Rome, le cardinal Camerlingue s'approche de sa bouche et parfois même l'embrasse sur la bouche pour capter le dernier souffle qui sort du corps du pape. C'est un procédé ancien, un procédé déjà présent au Moyen-Âge et qui est dans la grande tradition des décès de l'Antiquité romaine, où le chef de famille, le premier fils, devait embrasser sur la bouche son père au moment où il mourait et capter de la même façon son dernier souffle, qui était une sorte de transmission de pouvoir.
Vous voyez, on est ici dans une unité, si on peut dire, gestuelle sur le plan anthropologique. Alors les rituels sont très importants. Restons dans cette période de l'Antiquité grecque avec ce rituel de la toilette funèbre. La toilette funèbre qui est parfois faite à domicile, qui est autant des marques de respect dues au corps mort du défunt. On va le laver, on va le rendre présentable, on va le rendre avec une bonne odeur, et puis on va également laver les émissions de matière urinaire, fécale, de régurgitation de matériel alimentaire par la bouche aussi, qui surviennent immanquablement pour tous les morts. C'est aussi un moment de communion de l'ensemble de la famille ou de certains corps spécialisés autour du défunt. Alors, dans certaines populations, par exemple en Sardaigne, en Sicile, à Malte ou à Chypre, il peut y avoir des pleureuses professionnelles qui sont recrutées. Et puis dans d'autres, je parle bien de populations actuelles, et puis dans d'autres, en Corse aussi. Et puis dans d'autres lieux, il peut également y avoir la famille elle-même ou le personnel soignant qui se charge de cette besogne, qui est souvent une des dernières marques de respect qui est donnée aux défunts. Sachez que ça s'enracine très profondément, et cette théorie des bonnes odeurs, cette théorie des odeurs qui ouvrent grandes les portes du paradis, on parle d'odeurs myroblites, eh bien se confond avec les odeurs de sainteté, en l'occurrence, qui ouvrent grandes les portes du paradis pour les saints qui ont été exemplaires et dont il émane du corps une odeur qui se rassemble à celle de la rose. Alors, le monde entre on va dire le monde des morts et le monde des vivants sont deux mondes qui sont bien différents les uns des autres, bien éloignés surtout les uns des autres. En prenant le TGV depuis Paris, en venant jusqu'ici, on traverse une grande partie de la campagne française, notamment la Bourgogne, et une petite partie du Beaujolais, et on voit assez distinctement, et j'aurais bien voulu vous prendre la photo, mais le TGV, pour une fois, allait trop vite, et eh bien, on voit le village, et puis on voit le cimetière qui est à 500 mètres, 1 kilomètre du village, quelque chose que peut-être vous connaissez, moi je connais ça aussi en Seine-et-Marne. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a le monde des morts d'un côté et le monde des vivants de l'autre côté. Les cimetières sont clos de murs, il y a une porte qu'on ferme à clé ou avec un verrou, les morts sont recouverts de cailloux, recouverts de terre, enfin voilà, il y a vraiment une sorte de nécrophobie, une peur du retour des morts, et les morts sont bien à leur emplacement et les vivants de l'autre. Malgré tout, il y a une relative perméabilité entre le monde des morts et le monde des vivants, et on le voit sur cette image. C'est la tombe d'un enfant qui s'appelait Vénustus, qui a été retrouvé dans une nécropole à côté du Vatican, qui s'appelle la Via Triumphalis. On est au 1er, 3e siècle après Jésus-Christ. Et l'enfant est mort à 4 ans, 4 mois et 10 jours. C'est ce qui est marqué en latin sur sa stèle funéraire, juste sous son portrait. Et vous avez une sorte de petit tube en céramique, une sorte de tuyau qui est planté dans le sol verticalement entre les deux pierres tombales. Eh bien, l'enfant était enterré en pleine terre, à cet endroit-là, dans un suaire, et la main droite de l'enfant était enfoncée dans ce tuyau, ce qui permettait, de façon autant symbolique que pragmatique, j'entends par là anatomique, physique, eh bien ça permettait, lorsque la famille venait faire des offrandes, déposer de l'huile par exemple, déposer des petits pains, déposer du beurre parfumé, donc faire des offrandes alimentaires ou agréables à l'enfant, eh bien l'enfant les prenait directement dans le creux de la main, jusqu'à ce que, évidemment, la main se décompose et que la famille disparaisse à son tour et que l'oubli retombe sur ce jeune enfant de 4 ans. Ceci pour vous montrer la perméabilité entre le monde des vivants et le monde des morts. Ce sont deux mondes qu'on sépare l'un de l'autre. Les morts sont très bien là où ils sont, on ne les oublie pas, on pense à eux, mais parce qu'on en a un tout petit peu peur qu'ils reviennent hanter les vivants. Et puis, d'un autre côté, eh bien, il y a de temps en temps une petite perméabilité qui s'installe parce que, quand même, ils ne peuvent pas complètement disparaître. Ce ne sont pas des invisibles, ce ne sont pas des disparus, ce sont des difficilement visibles. Alors, faisons un bond dans une autre culture, avec le Japon, difficilement visible, mais parfois on peut les faire revenir. C'est une façon de reperméabiliser encore plus ce monde des défunts. Les yurei sont des fantômes japonais. Et vous avez ici une peinture d'un tel yurei qui est une femme avec les cheveux défaits. Elle n'a pas de main, elle n'a pas de pied parce que c'est un fantôme, elle flotte. Et vous avez quelques feuilles qui sont tombées devant elle, symbole de l'automne et de l'hiver, c'est-à-dire de la mort pour la nature. Eh bien, il existe ce qu'on appelle des veillées aux 100 bougies. Je vous donne le modus operandi, le tips, si vous avez envie d'essayer chez vous. Vous dressez une telle peinture qui est taille réelle, imaginez Catherine, mais sur une peinture. Donc c'est vraiment cette taille-là. Et vous allez dresser ça dans un petit cabinet en mettant plein de verres de thé devant et également des bougies. Et à la fin de la journée, lorsque le soleil se couche, vous allez commencer à réciter des
poésies ou des histoires de fantômes. Et à chaque fois que vous finissez une histoire, vous éteignez une bougie. À la fin de la nuit, au tout début du jour, dans cette période un peu frontière, où on ne sait pas si c'est le jour ou la nuit, si c'est la vie ou la mort, eh bien, vous allez raconter la 100e et dernière histoire et souffler la 100e et dernière bougie. Et à ce moment-là, la peinture va sortir de sa toile, le yurei va devenir véritablement vivant, il va s'incarner, il va devenir palpable en 3 dimensions, et à ce moment-là, vous pouvez tout demander au fantôme. Vous pouvez lui demander de vous raconter une 101e histoire, vous pouvez lui servir un verre de saké, ou d'autres, eh bien, lui demandent des choses un petit peu plus débridées. Le seul problème, c'est que les fantômes ne repartent jamais seuls. Un fantôme vient quand on l'appelle, mais il ne repart jamais seul. Il repart accompagné. D'accord ? Et donc, c'est un jeu dangereux, c'est ce qu'on appelle le jeu de la mort lors des veillées aux 100 bougies. Et si vous voulez voir des fantômes, de vrais fantômes, allez au Japon ou allez un jour dans un palais des congrès, par exemple à Lyon, et voir un spectacle No. Le porteur du masque de No, vous avez ici le masque de la jeune fille, Zoona, eh bien, le porteur du masque No est incarné par un fantôme. C'est un fantôme qui pénètre son esprit et qui lui donne une gestuelle très très particulière qui lui permet au fur et à mesure de raconter l'histoire de ce fantôme pour, au fur et à mesure, donc de ce mort en l'occurrence, c'est un mort qui parle et qui demande justice à travers les siècles par l'invocation de ce théâtre très ritualisé. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les fantômes ne touchaient pas le sol, ils flottaient. Vous avez ici une étreinte surnaturelle entre un homme et une femme fantôme. D'après vous, où est le fantôme ? À gauche, exactement. C'est le fantôme qui flotte, qui semble accrocher ses jambes sur les jambes de l'homme. En fait, c'est une étreinte surnaturelle entre un fantôme, un défunt, et un vivant. L'idée étant de montrer que derrière une femme magnifique peut se cacher non pas un être de chair, mais au contraire un fantôme, un mort qui prend cette forme-là pour séduire les vivants. Il faut se méfier, je cite, avec plein de guillemets, des femmes, il faut se méfier, toujours avec plein de guillemets, des morts. C'est ce qu'on enseigne dans la maison des hommes, au sein des îles Salomon, et ce poteau appartient aux collections du musée du Quai Branly. Il est présenté au musée du Louvre. Le mort, en fait, devient une sorte d'évocation de dangerosité potentielle, de distance nécessaire entre les êtres et de sécurité absolue à conserver. Certains morts peuvent prendre un aspect assez différent. Ici, vous avez sur ce masque qui représente un esprit défunt, donc l'esprit d'un mort, devenu un esprit errant dans la forêt, vous avez la figuration de « c'est pour mieux te voir, mon enfant », qu'on connaît bien dans les contes qu'on nous a racontés quand on était tout petit, notamment le petit chaperon rouge. Vous avez ici 3 pères dieux, parce que les morts ont la possibilité de voir le matin, la nuit, et pendant la journée. Ils ont la possibilité également de voir l'hier, le aujourd'hui et le futur. De voir également dans le ciel, au niveau des pas humains et dans le sol. Donc ils ont cette possibilité de tout voir, de tout savoir. Le mort est détenteur d'un savoir et le mort va, par perméabilité, transmettre ce savoir au fur et à mesure aux humains par des sacrifices, par des divinations. Et puis parfois les morts viennent vous visiter. Imaginez, vous êtes à Lyon à un congrès comme celui-ci en ce moment, et puis vous sortez, vous allez vous tordre un petit peu la cheville. Ensuite, vous allez rentrer dans votre hôtel et les portes de l'ascenseur vont se refermer sur votre gueule. Ensuite, vous allez aller au dîner qui vous est gracieusement offert, et là, le serveur va renverser complètement un plateau de sauce brûlante sur vos parties intimes, ce qui va vous brûler énormément. Donc vous avez une suite de petites choses comme ça, de petits événements, pas très graves en soi, mais vraiment resserrés les uns à côté des autres. Et bien quand vous appartenez à la population baoulée, en Côte d'Ivoire, vous allez interpréter ceci comme un signe. Le signe que votre épouse ou votre époux de l'au-delà eh bien, se lasse de votre absence. Petit rappel, notre cosmogonie, eh bien, on naît, on meurt et éventuellement on va au paradis. Chez les baoulés, c'est un peu différent. La cosmogonie, elle est fractale. Quand on naît sur Terre, eh bien, on vient de quitter une autre dimension, mais imaginons qu'on ait 46 ans comme j'en ai, eh bien, ça fait peut-être que 3 heures ou 3 jours que je suis parti de cette autre dimension. Il y a une distorsion du temps. Eh bien, c'est ce qui se passe quand vous avez cette suite de petits accidents. C'est votre épouse de l'au-delà, dans l'autre monde, qui vous dit « Dis donc chérie, ça fait longtemps que tu es partie, là, il faut que tu t'occupes un peu des gosses. » Ou « Dis donc, voilà, telle ou telle autre chose. » Mais la distorsion du temps est toujours présente. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va
aller voir un féticheur, un sorcier, qui va sculpter une statue aussi belle que celle que vous avez sur la photo, qui représente cette épouse de l'au-delà, cette défunte, si on peut dire, sur le plan théologique, et on va vivre avec, on va répudier son épouse terrestre et qui va retourner chez ses parents, et on va adopter, si on peut dire, cette statue, vivre avec elle pendant une semaine, un mois, un an parfois, en la nourrissant, en la lavant, en l'habillant, etc., en dormant avec elle également. Et quand tout se tasse, eh bien, on la met dans un petit coin de la chambre à coucher, du côté du monsieur, et puis l'épouse terrestre revient et tout est arrangé, plus ou moins. Rassurez-vous, la symétrie qui existe, il y a ce qu'on appelle les blobians, avec les époux de l'au-delà, qui représentent à peu près 2% des cas seulement. Deux dernières plongées dans cet au-delà et dans cette fin de vie qui est extrêmement importante. Cette fois-ci en Haïti avec le vaudou haïtien. Vous avez ici une représentation des fêtes des défunts et de cette importance de ne pas oublier les morts qui sont vraiment, les sépultures sont une porte d'entrée vers l'autre monde et notamment vers Baron Samedi en créole, et son épouse, Grande Brigitte ou Dame Brigitte, que vous voyez juste au-dessus en train de voler sur une croix noire et de rentrer dans un nuage, la croix étant attrapée par un dieu à travers le nuage. Baron Samedi est cet homme élégant, un beau gosse, on peut le dire, avec son chapeau, avec son costume 3 pièces. Et puis en dessous, vous avez la croix de Baron Samedi, dont en réalité, voici ce à quoi ça correspond. C'est une croix qui est noircie par les sacrifices dans le cimetière. Et puis vous avez toute une communauté d'individus, de vaudouisants, qui viennent prier Baron Samedi dans le cimetière, sur les sépultures. Les cimetières sont probablement en Haïti un des lieux où il y a le maximum de cérémonies qui surviennent. Les défunts ne sont pas considérés comme des individus qui sont morts, mais ce sont des individus qui ont changé de forme et qui continuent d'agir à 100% en lien avec la communauté. Il n'y a pas de lieu aussi vivant qu'un cimetière en Haïti. Vous voyez sur pièce, sur cette photographie, le nombre de sacrifices qui ont été réalisés, les bouteilles qui sont encore sur les montants horizontaux de la croix de Baron Samedi, qui étaient blanches comme les autres sépultures, mais qui a été noircies à force de sacrifices, d'huile déposée, de fumée de poulet grillé dessus, etc. Et puis, évidemment, tous les sacrifices, tantôt positifs, tantôt négatifs, qui se déroulent en prenant les morts à témoin. Oublier un mort, ne pas lui témoigner de respect une fois qu'il est dans sa sépulture, c'est la porte ouverte à un déséquilibre au sein du monde des vivants. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et toutes les différentes civilisations que j'ai pu vous montrer dans cette présentation, qu'elles soient d'Asie, qu'elles soient d'Océanie, qu'elles soient d'Afrique subsaharienne ou qu'elles soient occidentales, eh bien, ce sont ces civilisations de diaspora que vous, dans votre pratique quotidienne, eh bien, vous êtes amenés à côtoyer et vous interagissez avec autant ces patients qu'avec ces familles. Et il semblait important que eh bien, ces différentes notions autour de la mort, du bien mourir et de l'importance des rituels, de l'importance des cérémonies et de l'importance de l'accompagnement de l'agonie, de la mort elle-même et du deuil, eh bien, qu'elles soient mises en avant dans cette petite présentation. Je vous remercie. On a une question. Non, pas directement une question, mais un commentaire par rapport à ce que je disais tout à l'heure. On voit que dans l'ensemble des sociétés, en fait, la mort est complètement intégrée dans la société. Oui. Et en fait, si on regarde les pays occidentaux, et spécialement en France, on a externalisé la mort, en fait, à l'hôpital et auprès de professionnels qui s'en occupent, à savoir les médecins, les unités spécialisées. Et je pense qu'un des enjeux pour les années qui viennent, en fait, est de réintégrer la mort et le décès comme un événement normal qui n'a pas forcément à être médicalisé. C'était la dernière phrase de votre présentation et c'était la question que je voulais vous poser, donc ça tombe très bien, je ne vous pose pas la question, mais je réponds à la question que je voulais vous poser. Sur le plan rhétorique, c'est parfait. En fait, il faut en effet réintégrer la mort
dans la vie quotidienne. Jusque dans les années 1950 à peu près, en fait, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on vivait de façon périodique et quotidienne avec la mort. On voyait nos défunts, on les embrassait, on mourait chez soi, et puis surtout, tout le monde assistait aux funérailles, y compris le médecin traitant d'ailleurs. Donc c'était l'habitude. On ne regardait pas la mort avec un œil distant ou fasciné par une série américaine, mais dès que ça devient la réalité, évidemment, on s'en éloigne. Donc c'est une sorte de modification sociétale aussi. Il faut se réhabituer à la mort. Et je suis totalement d'accord avec vous, et ça passe dès la plus tendre enfance, entre guillemets, dès l'école élémentaire, probablement. J'ai une question. Bonjour, Bernard Fraîche, je suis généraliste et universitaire. Bonjour. J'ai une question, c'est d'abord merci pour cette présentation parce que vous parlez d'une manière très vivante et très intéressante. Vous nous avez proposé des mythes, vous nous avez montré des mythes dans certaines populations, et effectivement bourrés aussi de religion, de sacré et de spirituel. À l'heure actuelle, dans un pays comme le nôtre, on a une augmentation de la crémation. Et on a une diminution donc du côté culturel de la mort et de l'après, pour des raisons multiples. Je crois qu'il y a eu quelques reportages à la télé, puisque vous passez à la télé, il y a eu quelques reportages pour expliquer, d'abord, il y a un problème financier, ça coûte moins cher, etc. etc. Est-ce que le fait qu'il y ait cette crémation, qu'il y ait pour certains une disparition de l'objet de l'individu, on va dire, au niveau mémoire sémantique, mémoire en tout cas, du fait que certains jettent les cendres dans un jardin, à la mer, etc., etc. Est-ce que ça ne va pas, dans un pays comme le nôtre, ou en Europe, ou dans les pays développés, modifier cette représentation de l'âme ou de l'individu une fois qu'il a disparu ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis bien d'accord avec vous. Merci pour ces remarques et les compliments préliminaires. La crémation n'empêche pas les rituels. Il y a une grande crémation très ritualisée qu'on appelle la crémation homérique, où dans l'Antiquité gréco-romaine, on voulait se faire crémer comme les héros de l'Iliade, tels que décrits par Homère. Donc la crémation n'empêche pas. Maintenant, plus personne ne fait ça, bien entendu, mais il y a toujours la crémation et c'est ritualisé. Ça peut être un rituel laïque, ça peut être un rituel religieux stricto sensu ou para-religieux. Et même, il y a des rituels, le fait d'être dispersé à un endroit, par exemple, y compris en pleine nature, n'empêche pas la ritualisation, n'empêche pas le fait de revenir à cet endroit-là pour se souvenir du défunt, aller pique-niquer avec les enfants ou les petits-enfants en se disant, là, sous les pâquerettes, il y a grand-papa. Voilà, ça n'empêche pas, ça devient un lieu mémoriel, mais peut-être plus guilleret ou moins traumatique, moins dramatique qu'un cimetière, par exemple, avec sa charge potentiellement négative ressentie par la famille. Donc, je pense qu'il y a un glissement, pour répondre à votre question quand même, je pense qu'il y a un glissement dans les rituels, mais je pense que les rituels ne disparaissent pas. Ce sont peut-être des rituels qui sont un peu aseptisés, homéopathique, si vous voulez une image, mais alors, contrairement à l'homéopathie où il n'y a que du sucre, là, il reste encore un tout petit peu quelque chose quand même. Madame, chère consoeur. Bonjour, je suis Lise Tecker, je suis chef de clinique au DMG de Créteil et médecin généraliste en Seine-et-Marne aussi à Coulommiers. Ah, on n'est pas loin. Voilà. En fait, quand j'ai su que vous alliez parler du bien mourir, j'ai cru que vous alliez évoquer le fait que dans la population générale, les gens ne se font pas forcément une bonne image de ce qu'est la mort. Justement, vous l'avez évoqué après, sur le fait que dans notre civilisation, finalement, la mort est assez peu présente, on la met beaucoup de côté. Et on retrouve ça assez souvent chez les patients, chez les familles qui souhaitent un petit peu la mort paisible dans son sommeil et voilà, et qui sont pas du tout au courant de ce que c'est une agonie, de ce que c'est. Donc quand les patients dans les statistiques qui ont été présentées au début, il y a la moitié des gens qui veulent mourir à domicile, c'est très bien, mais effectivement, ils n'ont pas forcément l'image de l'agonie et de tout ça géré par les proches à domicile. Et du coup, ça m'interroge un petit peu par rapport à l'évolution de la loi qui est à venir. Comment faire pour concilier à la fois cette évolution de la loi dans une société qui finalement connaît très très peu le sujet de la mort et ce qu'est la mort en réalité ?
Alors autant, merci pour cette question. Autant sur le plan législatif, je n'ai pas particulièrement de réponse. En revanche, sur le plan sociétal et presque anthropologique, ça passe justement par cette réhabituation avec la mort. Le fait d'en parler, elle restera dramatique, elle restera un scandale, pour reprendre un mot que j'ai entendu un jour lors de funérailles, dit par un prêtre. La mort est un scandale, mais il faut vivre avec, tout simplement. Il ne faut pas l'occulter, il faut que le procédure d'accompagnement, y compris rituel, y compris par les congrégations religieuses ou les représentants du culte, mais aussi par la famille, puisse avoir lieu aussi à domicile, ce qui n'est pas forcément facile actuellement. Et puis le bien mourir, c'est aussi les traités du bien mourir, les ars moriendi, qui ont eu leur grande période d'âge d'or, si on peut dire, au Moyen-Âge, au moment de la peste, mais également qui ont eu un revival sous l'influence des jésuites à partir du XVIIIe siècle. Et on avait ces traités qui permettaient de se préparer à la mort. Alors qu'on soit religieux ou pas religieux, ça permettait au moins de ne pas se prendre la mort, autant pour le défunt que pour la famille, en pleine gueule, de façon brutale, sans y être préparé. On avait des rituels, et ça c'est l'avantage du rituel, c'est qu'on n'est pas désemparé, on sait exactement quoi faire, à quel moment, et ces traités du bien mourir permettaient de s'organiser. Donc il y a une sorte d'éducation du bien mourir qu'il faudrait mettre en place, mais par une longue éducation, tout simplement, une réappropriation, une réhabituation. Ça passe par des cours, ça peut passer par des écrits, ça peut passer par des interventions dans les classes. Moi, je vais parler de la mort, par exemple, à des classes de maternelle. Voilà, c'est pas forcément évident, mais c'est le moment où les enfants commencent à se poser la question de qu'est-ce que c'est que la mort. Ils commencent à voir mourir leurs grands-parents, malheureusement, parfois leurs parents, ce qui est encore plus dramatique. Mais voilà, ils commencent à se poser la question de... Donc, on vient leur apporter, et ça, c'est quelque chose qui devrait aller de plus en plus. Ce matin, je donnais un cours de 3 heures à des étudiants en maïotique sur l'anthropologie de la mort à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Donc pareil, le fait d'introduire ceci dans les sciences humaines à la fac, dans les UFR de sciences de la santé, maïoticien, kiné, médecin généraliste bien entendu, toutes les spécialités médicales aussi, ça me semble extrêmement important. Et puis des interventions en hôpital aussi, auprès des communautés de patients, des associations de patients et des autres professionnels de la santé que sont infirmiers, je cherche aides-soignantes, etc. Voilà, ça me semble, et également personnel administratif. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si notre intervenant peut répondre à une dernière question. 1 minute chrono, car après, il faut que je saute dans mon train. Merci beaucoup pour cette présentation et tout ce que ça évoque. Je suis médecin généraliste, MSU et tutrice à Norit à Lyon. Ouais. Merci beaucoup. Je voulais rebondir sur les directives anticipées qui sont difficiles à présenter. Peut-être que justement, ça pourrait être une idée de demander si les personnes ont des rites ou une spiritualité, mais je ne me sens pas du tout à ma place pour poser cette question. Est-ce que ça pourrait être bien perçu de la part d'un généraliste ou pas ? Alors, je pense que le généraliste est vraiment la bonne personne pour parler justement de religion, de pratique, de rituels au quotidien avec le défunt. Je pense que, moi j'ai exercé en partie comme médecin généraliste quand j'étais par exemple en prison ou au CACH de Nanterre, à l'hôpital de Nanterre, et je n'avais absolument aucun, donc c'était généraliste hospitalier en l'occurrence ou en prison, et je n'avais vraiment aucun tabou là-dessus. Alors peut-être parce que je suis anthropologue et que ça m'intéressait de les questionner sur ces aspects-là, mais honnêtement, je pense que le généraliste est vraiment la personne envers qui le patient se livre le plus. Et en effet, vous pouvez l'aborder sur le plan des rituels, sur le plan qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse avec votre corps, qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez que ça se passe, est-ce que vous voulez être accompagné, je pense que les directives anticipées peuvent s'aborder sur le plan de la gestion du corps, une gestion physique ou anatomique au moment de la mort quand elle va s'installer ou du processus de l'agonie. Je pense que vous avez une bonne idée et c'est probablement à ce moment-là que c'est le moment clé. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup.